le volet de... Oui, avec plaisir. Donc, on a une question, Madame Youssef. Merci beaucoup, donc Youssef, donc ça a été intéressant. En fait, j'ai une question par rapport au statut postdoc. Est-ce que il y a des choses qui soient adoptées par le ministère? Donc, quelles sont les étapes qui restent ou bien c'est ça, ce qu'on a fait de maintenant. Donc, il y a le livret blanc. Normalement, le ministère devrait avoir, parce qu'ils sont impliqués, ils étaient impliqués avec nous, donc finalement, dès le début jusqu'à la fin, en termes d'améliorer le statut postdoc en Tunisie, pour qu'ils ne restent pas dans un état précaire, comme ils se sentent, donc c'est de l'énergie qui est perdue après toutes ces années-là. Et deuxième chose, donc le fait qu'ils sont impliqués même dans les publications, donc ils sont là, ils sont sensibilisés par ce qui se passe. Et je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours maintenant pour améliorer un petit peu le statut postdoc et avoir un statut comme un benchmark, celui du Portugal par exemple. C'est de les absorber dans les établissements publics. C'est ça l'idée finalement. Merci. Autre question? D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer on va clôturer par la session 6, les changements du nouveau système de montants forfaitaires, donc expérience et recommandation des coordinateurs. Donc, le système LAMPSAM pour la gestion. Nous avons l'exemple de Dirasa et nous avons avec nous une collègue normalement, ça doit être présenté par les collègues de l'université de Sfax. Ils se sont excusés et c'est une collègue de l'UNIMED qui va présenter et nous donner une idée générale sur les bonnes pratiques, disons, ou bien les aspects de gestion selon le système LAMPSAM. Donc, on attend, elle est avec nous. Parfait, on vous entend juste Vous nous entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Bonjour à tous, moi je m'appelle Paola Romano, je suis le Financial Manager du UNIMED et je vais présenter, j'espère dignement, à la place de nos collègues M. Neji-Bebtej et Mme Rahman Gorbel, qui malheureusement n'ont pas pu être avec vous aujourd'hui. Donc je vais présenter, je vais partager l'écran. Vous allez me dire si vous allez... Madame Paola, on a déjà votre présentation sur l'écran. Je ne sais pas si vous êtes en train de la voir. Sinon, on vous laisse la main de partager. Attendez. Ah oui, d'accord. C'est bon, je la vois. D'accord. Alors, donc prochaine slide, s'il vous plaît. Pour les informations générales du projet. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend et vous avez la présentation devant vous. Donc c'est... Oui, j'ai la présentation devant vous, mais Ah oui, voilà. Pardonnez-moi. Parfait. Alors, les informations générales du projet, notre cher collègue Gofran Laswet Benmilé nous les a déjà données. Donc c'est un projet quand même de 36 mois. En février 2023, il va terminer en fin de janvier 2026. C'est un projet de 3 ans avec un budget, un coût de l'action de 1 098 114 € et un financement de la Commission européenne de 979 306 €. Nous savons, et je vais y revenir un peu plus tard, que il y a à nouveau ce qui est un changement, disons, de la part de ce nouveau programme de l'ARSAM, une contribution de la part de la Commission européenne qui s'élève à 90%. Les partenaires, nous les avions vus tout à l'heure pendant la présentation de la qualité, nous avons 20 partenaires pour DIRASA, nous avons les 13 universités tunisiennes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'NPR, et puis nous avons 5 partenaires européens,
dont 4 Italiens qui sont l'Université de Pisa, de Pavia, l'Unimed et le Cesie, et un partenaire français qui est l'Université de Rouen. Pendant la présentation de tout à l'heure, professeur Gofran est rentré un peu plus dans le détail des différents VP. Moi, je vais tout juste donner un aperçu rapide des objectifs du projet. Donc, l'objectif principal, c'est celui d'améliorer la gouvernance de la recherche scientifique en Tunisie en renforçant le dialogue de la coopération entre les acteurs du système national de recherche tunisien et en promouvant leur capacité à répondre aux besoins du pays en termes d'innovation, de recherche et développement et de participation aux projets internationaux. Donc le but final est celui de permettre la promotion d'une recherche de qualité plus visible, internationale, transdisciplinaire, visant à la fois à l'émancipation individuelle aussi qu'au progrès social, par le développement d'une culture de la valorisation et de l'ouverture socio-professionnelle. Ça, ce sont les objectifs principaux du projet. Pour parler un peu plus en détail des objectifs spécifiques, nous avons celui de renforcer concrètement les capacités des universités et des centres de recherche en termes de veille stratégique et prospective scientifique, en améliorant les mécanismes de détermination des priorités de la recherche nationale et des besoins du pays en termes d'innovation, de recherche et développement et de coopération internationale. Permettre une meilleure coordination à niveau national. Paola, si vous m'entendez, donc est-ce que vous pouvez donc aller directement à l'AMSA, s'il vous plaît, parce qu'on connaît déjà ça, donc on a eu une présentation juste avant. D'accord. Voilà. Alors, merci. Oui, merci. D'accord. Alors, le projet d'IRASA a été l'un des premiers projets qui ont fait face à cette nouvelle gestion qui est la gestion financière des LAMSAM. Donc, nous nous sommes, disons comme ça, trouvés à gérer de façon différente les projets par rapport à ce qu'on était habitué à faire auparavant. Et nous avons effectivement remarqué que maintenant, l'accent est mis surtout sur la performance. C'est-à-dire que la gestion financière et les contrôles des coûts est quelque chose qui est bien évidemment très important, mais qui fait un petit pas, il semblerait faire un petit pas en arrière par rapport au contenu des actions et du projet, par exemple pour l'achèvement des résultats, des milestones, et sur le respect des délais. Parce que comment est-ce que cette gestion, disons, et attention au contenu et à la performance se fait? C'est grâce à un système qui a été mis en place sur la plateforme avec des rapports continus et des rapports intermédiaires et finales. Donc, le nouveau système maintient les deux, rapports que nous pouvons appeler récapitulatifs, celui qui est plus ou moins à la moitié du projet et celui qui se trouve à la fin. Mais avant d'arriver, disons, soit au moment à moitié, soit à la fin, nous devons essayer et nous devons à tout prix faire en sorte que tout ce qui avait été écrit dans la proposition en termes de résultats, de milestones, d'output et tout ça, soit effectivement réalisé et bien téléchargé sur la plateforme. Parce que si sur la plateforme, les délais ne sont pas respectés, eh bien, il y a toujours des rouges qui apparaissent. Ce qui met un peu, effectivement, d'anxiété, je dois dire. Donc, par contre, pour ce qui est la gestion financière, la gestion financière se fait sur la base d'un montant forfaitaire qui a été défini lors de la soumission de la proposition. Donc cela comporte un certain potentiel de simplification, parce que le respect de ce financement forfaitaire supprime toutes les obligations que nous avions relatives à la déclaration, par exemple, des coûts réels qui pouvaient être dépensés au long du projet. C'est-à-dire que les coûts ont été
bien décidés lors de la soumission de la proposition, et ces coûts restent tels quels. Donc on n'a pas de possibilité de changement, mais on n'a pas non plus, disons, l'obligation de faire de donner après, lors de la soumission du rapport, les frais réels qui sont encourus. Il n'y a plus les audits financiers, ce qui est aussi une réduction importante de la charge administrative. Et, donc cette charge administrative inférieure déplace les ressources de l'aspect économique et financier du projet à l'aspect vraiment de la réalisation de la performance et de la réalisation des activités de la proposition du projet. Nous avons d'un point de vue aussi de la gestion financière deux nouveautés que, en fait, ce n'est pas vraiment des grandes nouveautés, mais ce sont des anciennes connaissances parce qu'elles reviennent du programme Tempus, c'est-à-dire les coûts indirects et le qui s'élève à 7% des frais de la proposition et le cofinancement obligatoire cette fois-ci de 10%. C'est-à-dire que lors de la rédaction du projet, les frais que nous avons insérés dans le budget sont après décuretés du 10% parce que c'est un cofinancement que les partenaires doivent assurer pour la réalisation du projet. Donc, il y a comme ça, effectivement, en apparence, une certaine simplification. Toutefois, on nous avait dit au début du projet qu'il y avait quand même la possibilité des audits. Donc, cette phrase, toutefois en cas d'audit, c'est un peu la préoccupation de tous ceux qui gèrent de façon financière un projet de l'ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer si effectivement après on a un audit qui peut être aussi un audit financier. Donc, nous savons maintenant que la première chose qui va être vérifiée, ce sont les livrables et les résultats, et que les livrables et les résultats du projet soient à la hauteur des attentes de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'ils soient à la hauteur de ce que nous avions inséré dans le projet. Après, il va y avoir quand même une vérification des activités, des réunions, des formations, que tout ça a bien eu lieu, comme on l'avait inséré dans la proposition. Pour ce qui est du staff cost, nous devons toujours avoir bien et garder bien à l'esprit le fait que nous ne devons en aucun cas faire un double funding. Donc nous devons bien être en mesure de garantir que les partenaires, que chaque partenaire n'est pas en train de faire un double funding. Et pour ce qui est les contrats, l'achat de l'équipement, pour DIRASA, on n'a pas d'équipement, mais ce que cela vaut aussi pour en général. En tous les cas, que même si les auditeurs ne sont pas censés regarder si le prix est vraiment exactement le même que l'on avait, disons, indiqué dans la proposition, en tous les cas, il faudra faire bien vérifier, démontrer que les règles de transparence, le best value for money et tout ça soient quand même bien respectés. Donc, à la lumière, disons, de ces nouvelles règles, comment est-ce que DIRASA, qui a été, comme je vous l'ai dit, le premier projet qui a fait face à ces nouvelles règles, comment est-ce qu'on a pu, au début, gérer ces changements? Donc, tout d'abord, je dois dire qu'on a eu quand même, et le chef de file a eu un accompagnement important de la part de Project Officer. Au début, il y a eu des réunions qui se sont faites avec la Project Officer, Madame Giulietti, pour justement expliquer un peu les nouvelles règles, ce qui a été vraiment très important parce que au début, on était un peu perdus, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre de nous et comment gérer les nouvelles règles. Après, il y a eu quand même un grand partage de la part de l'université de Sfax en tant que chef de file avec les partenaires pour justement nous expliquer. Cela a été fait pendant le kick-off meeting pour expliquer à tout le monde comment, qu'est-ce que la Commission européenne s'attendait de nous par rapport à ce nouveau programme de l'ensemble. Et nous avons donc défini
au moment du kick-off meeting aussi les règles financières qu'on se donnait quand même à suivre tout au long du projet. Parce que c'est vrai qu'effectivement, la charge financière se réduit, mais elle reste quand même importante. Je veux dire, on ne peut pas penser que la charge financière n'existe plus. Donc on s'est donné quand même des règles. Et à chaque fois qu'il y a eu des réunions des partenariats, on a quand même fait un peu le point de l'état de lieu, d'un point de vue soit de la gestion du projet d'un point de vue académique, si vous voulez, donc des activités, soit d'un point de vue financier. Et nous avons essayé, autant que possible, de respecter les rapports continus à insérer dans la plateforme. Ce n'est pas toujours été le cas, mais bon, on essaye, et avec le rapport intérimaire qui a été déjà transmis. Et nous avons maintenant la dernière année d'activité du projet, un peu moins d'une année, avec les rapports continus qui doivent continuer jusqu'à la fin, et on aura après le rapport final. Donc nous nous sommes donné des règles, nous avons décidé de nous donner des règles que nous devons respecter. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va demander à chacun des partenaires, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on ne devra plus faire. Alors, commençant par les staff costs, nous avons décidé, c'est vrai que la Commission européenne n'est plus censée nous demander des timesheets, nous avons quand même conçu un timesheet simplifié, donc pour monitorer l'effort de la part de chacun de nous, de chacun des partenaires, du chef de file. Et cela nous a permis aussi de vérifier, au fur et à mesure que nous poursuivons dans la rédaction des timesheets, de voir si effectivement ce qui a été mis dans la proposition correspond à l'effort que nous sommes en train de faire pour la réalisation du projet. Donc, et vérifier si au cas où un amendement serait nécessaire, par exemple et à l'autre, d'un partenaire à l'autre. Et toujours le timesheet permet en interne, chacun de nous, surtout pour les personnes qui sont impliquées sur plusieurs projets, de vérifier à ce que nous ne sommes pas en train de faire du double funding. Donc nous gardons un modèle de timesheet simplifié, mais on a décidé qu'on ne va jamais plus faire de joint declaration. Donc on a quand même essayé de nous simplifier un peu la vie, tout en gardant quand même un certain respect des règles financières. Pour ce qui est par contre la gestion financière des frais de voyage, de séjour et des subsistances, pendant la réunion le kick-off meeting, il a été décidé de centraliser les voyages, les frais de voyage, de séjour et de subsistance, qui sont bien séparés dans le budget, mais qui en quelque sorte vont ensemble.